Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com Ouest France et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Jean-Jacques Urvoas, député socialiste du Finistère, président de la commission des lois et président de la délégation au renseignement à l'Assemblée nationale. Bonjour Jean-Jacques Urvoas. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Michel Urvoas, éditorialiste politique à Ouest France, et Pierre Kutcher, rédacteur en chef adjoint à 20 minutes, sont avec moi. Bonjour messieurs. Ils vont co-animer l'émission évidemment. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions et réagir pendant l'émission sur les réseaux sociaux #DirectPolitique ou sous votre vidéo. On va commencer tout de suite, Jean-Jacques Urvoas. Vous serez même très certainement le rapporteur de la loi renseignement qui va arriver très bientôt à l'Assemblée. Est-ce qu'on a des précisions tout d'abord sur le calendrier, sa date d'examen au Conseil des ministres et sa date d'arrivée à l'Assemblée? Le Premier ministre a indiqué qu'il souhaitait que ça soit à l'Assemblée nationale en mars ou en avril. Donc il y a un problème de calage, pas tant d'ailleurs de l'inscription à l'ordre du jour que de l'étude par le Conseil d'État du document que le gouvernement a en sa possession maintenant. Donc on peut penser qu'en tout état de cause, comme la procédure sera accélérée, c'est un texte qui sera promulgué pendant l'été. À propos de cette loi, Marc, un internaute, nous dit « Je ne comprends pas quel est le lien entre cette nouvelle loi et celle votée en fin d'année 2014. Il fallait, dit-il, une loi de circonstance après les attentats ?» Il n'y a aucun lien entre la loi de décembre et la loi dont nous parlons. Parce que le texte que nous allons déposer, ou que nous allons discuter, est un texte qui est en chantier depuis maintenant plus de 14 mois et dont la décision politique a été prise au mois de juillet 2014 dans un Conseil national du renseignement, qui est une structure qui est présidée par le chef de l'État, qui a indiqué, c'était public d'ailleurs, son souhait que la France puisse enfin se doter d'une loi qui encadre l'activité des services. Donc depuis 14 mois, mais singulièrement depuis le mois de juillet, avec le chef de l'État, sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement, le préfet Alain Zabulon, avec Matignon, nous écrivons un texte. Et donc ce dont nous parlons a simplement comme conséquence d'avoir accéléré un calendrier que le Premier ministre avait indiqué au début décembre. Le texte devait être discuté au troisième trimestre de l'année 2015. Donc malheureusement, le drame a fait accélérer cette demande. Mais c'est tout sauf une loi de l'immédiat. Mais dans l'opinion, vous déclarez qu'il ne s'agit pas de créer de nouvelles mesures d'exception, Non. mais plutôt un cadre juridique au renseignement qui n'en avait pas. Oui. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on accélère quelque chose alors que ça ne va pas changer l'efficacité des... Oui, alors sans doute faut-il, mais ça me permet de l'expliquer. De quoi nous avons besoin? Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous avons dans ce pays 6 services de renseignement qui n'ont aucune existence légale. Ça surprend quand on le dit, mais nos services n'existent que par décret. La DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, a été créée par décret en 1982. C'était d'ailleurs une nouveauté puisque son prédécesseur, le SDEC, avait été créé par un décret qui n'avait même pas été publié. Donc quand François Mitterrand crée la DGSE en 82, il donne un premier élément de transparence et de publicité. Mais il n'y a pas de base légale, c'est-à-dire que nos services n'ont pas de mission fixée par la loi. Et nous avons besoin que la loi fixe les missions. Pourquoi? Et j'en viens ici à votre question, c'est parce que si nous fixons des missions, il faudra leur donner des moyens. Et ce que nous avons observé, c'est que dans le cas comme le drame que nous venons de vivre, les services n'ont pas eu suffisamment de moyens pour anticiper le passage à l'acte. Mais parce que ce n'est pas une loi d'exception, il faut qu'il y ait une proportionnalité entre les moyens qu'on va donner aux services et la mission qu'ils doivent atteindre. Donc concrètement, ça va être une loi pour reconnaître l'existence de services, leur donner des moyens, mais on n'aura pas de nouvelles mesures pour améliorer le renseignement français. Si, c'est une loi dans laquelle il y a 4 grands thèmes. Il y a un premier thème qui est « nous reconnaissons les services », c'est-à-dire que nous reconnaissons que ce ne sont pas des objets cachés, que la France a des services de renseignement. Ça, c'est le premier volet. Deuxième élément, nous leur donnons les missions. Quelle est leur vocation? Ils doivent, dans la loi de 1991 par exemple, qui était celle sur les écoutes téléphoniques, on donnait les raisons pour lesquelles on peut porter atteinte à au secret des correspondances, et à la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme, la protection des intérêts économiques de la nation. Donc ça, c'est les missions. On reste dans la définition. Voilà. Ensuite, nous leur donnons des moyens. Quels sont ces moyens pour atteindre ces missions? Eh bien, ce sont des moyens d'investigation. C'est la capacité à intercepter les communications, à poser une balise sur votre voiture. Ensuite, parce que ces moyens sont évidemment potentiellement attentatoires aux libertés, puisque si on écoute vos communications, c'est une atteinte à votre liberté, il faut que ces moyens soient contrôlés. Et donc nous allons créer une structure qui sera très puissante pour le contrôle. Et puis le dernier aspect de ce texte, c'est les agents eux-mêmes. Il faut les protéger,
Parce qu'aujourd'hui, quand un agent de la DGSI, par exemple, va sur un forum djihadiste et qu'il entame une conversation avec un internaute qui cherche à le faire parler pour obtenir des renseignements, il peut être incriminé pénalement parce qu'il n'est pas protégé. Alors tout ça, on va y venir point par point. D'abord, après les attentats qui ont frappé la France début janvier, quelles failles faut-il combler dans les grandes lignes dans le renseignement français aujourd'hui? De manière assez simple, on pourrait dire que nous demandons beaucoup plus aux services de renseignement qu'à la police judiciaire et ils ont moins de moyens que la police judiciaire. Donc il faut caler les moyens des services sur ceux de la police judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une possibilité d'investigation intensifié. L'autre jour, sur Europe 1, vous avez dit, ce que vous venez de préciser, là, nous avons 6 services, et vous avez ajouté, on ne peut pas écouter plus de 2000 personnes par an, après il faut débrancher. Il y a beaucoup de réactions à cette affirmation sur Internet. Est-ce que vous pouvez expliquer, c'est un problème de moyens que vous venez d'évoquer, ou c'est un problème juridique? Les deux. Alors d'abord, précisons les choses. Un décret du Premier ministre, qui est d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, puisque avant lui nous étions à 1850, Jean-Marc Ayrault a fixé le niveau maximum de cibles écoutées à 2190. Pourquoi 2190 ? Eh bien parce que c'était le recensement des moyens qui avaient été évalués. Quand on demande au service de combien de moyens, de lignes vous avez besoin, on arrive à peu ou prou à ce niveau-là. 2190. Mais c'est simultané. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute que 2190 et peut-être ai-je été insuffisamment précis, ce qui me permet ici de rectifier. En réalité, si je regarde sur l'année 2014, nous avons écouté 6000 personnes, puisque c'est 2190 en même temps. Mais si vous êtes écouté, vous avez un téléphone, mais si vous en avez deux, ça ne fait qu'une seule écoute, c'est-à-dire qu'on écoute les deux téléphones. Et si vous en avez 7, on écoute les 7 téléphones, mais ça ne compte que pour un. Donc 6000 personnes. C'est insuffisant aujourd'hui. Au regard de la potentialité, je dois rappeler que nous avons 73 millions de téléphones portables et que donc, évidemment, avec le seuil, quelqu'un a un service comme celui du renseignement territorial, qui a une vocation nationale. Il bénéficie de 108 possibilités d'écoute. 108, c'est-à-dire à peine un par département. Et on peut, pour nos internautes, je pense que c'est important de le préciser, on peut écouter combien de temps quelqu'un ? 4 mois. On peut écouter 4 mois, renouvelables. Il faut que le service demande au Premier ministre, que c'est lui qui donne l'autorisation, de reconduire les 4 mois. Et les données collectées ne sont conservées que pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, elles sont automatiquement détruites avec un PV de destruction. Alors, une autre information a fait polémique la semaine dernière, elle n'est pas de votre fait, elle est du fait de Nicolas Sarkozy, qui a dit, mais pour régler ces problèmes sur le plan quantitatif, il suffit de remettre en place des heures supplémentaires. Quelle analyse faites-vous face à cette préconisation ? D'abord, j'ai vraiment pas bien compris cette affaire. D'abord parce que dans la police aujourd'hui, il y a 19 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées aux fonctionnaires de police quand Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir. Donc ces 19 millions, nous les devons aux policiers. Et malheureusement, pour ceux que je connais, et j'en connais beaucoup, ils ont déjà des heures supplémentaires. Et dans la drame que nous avons traversée, dans les dernières semaines, ils ont fait un maximum d'heures supplémentaires. Donc c'est vraiment pas... Enfin, je pense que là, l'ancien président de la République est complètement à côté de la plaque. Et dans les recrutements qui ont été annoncés par le Premier ministre, est-ce qu'on parle de catégories existantes déjà, ou est-ce qu'on a besoin de nouveaux spécialistes? Je veux dire, est-ce que c'est en donnant des heures sup aux policiers du coin qu'on va régler le problème d'écoute? Non, d'abord, on a besoin de tout. On n'a peut-être pas besoin de policiers, dans le cas d'espèce, puisque nos services ont besoin, par exemple, d'informaticiens férus de cryptologie, parce qu'on a besoin de casser les codes, puisque de plus en plus de communications sont protégées. On a besoin d'avoir des traducteurs dans des langues rares. Si vous avez quelqu'un qui vous parle en tchétchène, c'est mieux que vous ayez quelqu'un qui soit capable de traduire. Et avoir un tchétchène sous la main, c'est pas nécessairement facile quand on voit la communauté française telle qu'elle est éparpillée sur le territoire. Donc ce sont à la fois des contrats que nous avons besoin de passer, des spécialités que nous avons besoin, même des banquiers. Nous avons besoin de mieux comprendre la traçabilité des mouvements financiers de capitaux. Et donc là-dessus, c'est mieux d'avoir fait des managements qu'on peut trouver à Dauphine, par exemple, que d'avoir fait l'école de police. Jean-Jacques Urvoas, pour essayer de bien comprendre ce qu'il y a dans cette loi, on va essayer de vous poser une série de questions pour savoir si ces dispositions sont ou ne sont pas dans la loi. Et c'est Michel qui commence. Alors, un point qui a fait aussi un peu polémique, est-ce que cette loi va faciliter les écoutes des proches
des suspects. Là encore, c'est un faux débat qu'on a depuis 15 jours. C'est une méconnaissance absolue de la loi. Le lien de parenté n'a aucune espèce d'importance. Un service peut écouter quelqu'un s'il a une suspicion. Cette suspicion, elle doit rentrer dans l'un des 5 motifs prévus par la loi de 1991. C'est la seule loi qui existe en France sur les écoutes. Il y a 5 motifs. Si une personne qu'on veut écouter est suspecte de porter atteinte à la sécurité nationale, qu'elle soit la cousine, le voisin, la grand-mère ou le fournisseur, on n'en a rien à faire. Mais un djihadiste qui est parti à l'étranger, est-ce que par exemple on pourra écouter ses parents pour surveiller d'éventuels échanges entre eux? Au seul titre que ce sont ses parents, non. Si on a une suspicion que son père, sa mère, son frère organisent le départ avec lui ou construit une filière, ou qu'il utilise le téléphone portable de ses parents. Mais il faut qu'on ait des faits, d'un faisceau d'indices concordants pour suspecter qu'il est enfin en train de commettre une infraction. On n'écoute pas pour le plaisir d'écouter. Le but est une finalité. Est-ce que la loi permettra de garder en mémoire les écoutes plus de 30 jours ? La loi, c'est 10 jours aujourd'hui. Le gouvernement aimerait que ça soit 30 jours. Il avait déjà fait ce souhait au moment de la loi antiterroriste de décembre. Le Parlement n'a pas été convaincu de la nécessité de passer de 10 à 30 jours. Aujourd'hui, moi, je reste partisan des 10 jours. J'attends que le gouvernement me démontre l'utilité de passer à 30. Jean-Jacques Urvoas, est-ce qu'on va élargir les écoutes sur Internet et notamment sur Skype? Parce que beaucoup d'échanges ne passent plus, évidemment, par le téléphone aujourd'hui. On a une difficulté avec l'ensemble des messageries instantanées. On a une double difficulté. On a une difficulté de qualification juridique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces entreprises refusent de se définir de façon à ce que nous puissions leur imposer des contraintes qui figurent dans la loi. Et donc, si quelqu'un ne veut pas se définir comme un fournisseur d'accès, eh bien, on ne peut pas le forcer. Et deuxième élément qui nous pose des difficultés majeures, c'est que depuis les révélations d'Edward Snowden, une grande partie de ces entreprises ont monté leur niveau de protection, ce qui fait que pour écouter les conversations, si tant est que la loi nous en donne la possibilité, eh bien, il faut les contraindre à nous donner des clés de cryptologie. Donc ça passera par une coopération, mais ça, on va en parler. Autre point évoqué à propos de cette loi, est-ce qu'on va sonoriser, est-ce qu'on aura la possibilité de sonoriser des habitations, de poser des balises GPS sur des véhicules suspects, et si oui, à quelles conditions? La réponse est oui, comme on peut le faire en police judiciaire aujourd'hui, demain en police administrative, c'est-à-dire sous l'autorité d'une autorité administrative indépendante, parce que là encore, il faut que le contrôle soit extrêmement précis. Mais pas sous le contrôle d'un juge. Hein. Enfin, pas sous l'autorisation d'un juge. C'est pas l'équivalent d'une perquisition? Non. Là, en police judiciaire, on travaille sous l'autorité d'un juge. En police administrative, on travaillera sous l'autorité d'une autorité administrative indépendante. Il y a une jurisprudence qui est constante à la fois de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi du Conseil constitutionnel sur ce sujet. Comment, à quel titre on va? Eh bien, ça dépendra de la loi, justement, dans les missions qu'on donnera au service avec les moyens qu'on leur donne. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était sur le plateau de France 2 jeudi avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, a attaqué le ministre sur un point précis, c'était sur la création d'un délit de consultation de sites djihadistes. Elle estime que ce délit n'existe pas en droit français, alors qu'il existe par exemple pour les sites pédopornographiques. Donc elle estime que le gouvernement traîne. Est-ce qu'effectivement il y a un retard sur ce point-là, ou est-ce qu'il y a une erreur de la part de la numéro 2 de l'UMP? C'est une idée que l'UMP avance depuis déjà plusieurs années, puisque Nicolas Sarkozy, comme président de la République, l'avait déjà évoqué. Ça avait figuré dans un texte, et puis le gouvernement de l'époque ne l'avait pas confirmé, parce qu'il y a tout simplement un problème de définition. Qui consulte à titre d'intention maligne un universitaire, comment il est concerné? Des questions de consultation habituelles. Oui, mais justement, tous ceux qui font profession de commenter ou de décrire l'activité du djihadisme international sont des consultants habituels. Ils le font dans un souci de pédagogie. Quelqu'un qui consulte un site dans l'intention de nuire a une motivation différente. Donc on est dans l'exercice difficile du droit, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de celui qui consulte, donc on n'est pas loin du procès d'intention, et donc la preuve est quelque chose qui est difficile à déterminer. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi de faire avancer ce Alors délit. Que pour un site pédophile, c'est beaucoup plus facile à définir, c'est ça la réponse? D'abord, c'est plus facile à définir. Le site lui-même est plus facile à définir, parce que qu'est-ce que c'est qu'un
site djihadiste, c'est plus compliqué. Donc c'est plus difficile, c'est plus facile à consulter. C'est plus facile à bloquer aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des logiciels dans les entreprises qui sont basés sur les pixels et donc les images que l'on peut voir, la reconnaissance d'images. Et donc du coup, on peut voir les images qui sont consultées et donc du coup aboutir à des constats qui ne sont pas discutés. Pour ce qui est du djihadisme, on est vraiment très tâtonnant parce qu'on ne veut justement pas basculer dans un monde qui serait le monde de l'improuvable, c'est-à-dire de la bonne foi de l'enquêteur. Et ça ne se suffit pas. Le droit ne peut pas se baser que sur des intentions. Il faut qu'il y ait des preuves qui soient avérées. Sur les grandes plateformes du web, parce qu'il y a beaucoup de questions là qui tournent autour d'Internet et des nouvelles possibilités de communication. Un des principaux vecteurs, c'est les réseaux sociaux et les gros sites comme Facebook ou YouTube qui hébergent parfois des contenus djihadistes. Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Parce qu'on voit qu'il y a énormément de problèmes de communication et de respect de la loi de leur part. Alors, ce que nous faisons, ce que nous allons continuer à faire et ce que nous allons accentuer, c'est la discussion avec eux. Parce qu'après tout, Facebook a en France des dirigeants. Et moi, je pars du principe que les dirigeants de Facebook sont patriotes et que donc du coup, ils intègrent ce type de paramètres. J'ai néanmoins écrit, moi, au patron de Facebook la semaine dernière parce que j'ai constaté qu'un site dont nous souhaitions le déréférencement avait été maintenu au motif, expliquait le patron de Facebook, que tellement de gens l'avaient vu que ce n'était plus très grave qu'il circule. Et que donc de le supprimer. Je lui ai demandé des explications parce que je ne comprends pas cette logique-là. Donc nous préférerions que les dirigeants de ces entreprises soient immédiatement proactifs, qu'ils participent de l'effort national de prévention. Mais si nous n'arrivons pas à discuter avec eux, l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur a réuni ses collègues à Beauvau lors de la grande manifestation et il y a une position commune de l'Union européenne là-dessus. Bernard Canas va aller aux États-Unis à la fin du mois de janvier pour justement discuter avec Google, Amazon, Facebook, Apple pour essayer d'avoir si ce n'est un modus vivendi parce qu'ils sont extrêmement plus actifs sur le territoire américain, sur des plateformes qui diffusent des supports américains, tandis que quand ils sont en France, ils sont un peu plus, j'ose pas dire compréhensif, je vais donc dire laxiste. Il y a deux questions autour de ça. Il y a d'abord, est-ce qu'on doit formaliser nos relations avec ces plateformes? Enfin, quand je dis nos relations, l'État doit-il formaliser ses relations avec ces plateformes? Nous avons des Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que c'est le ministère de l'Intérieur qui décroche son téléphone et qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez retirer Alors, il y a les deux choses. D'abord, nous avons, et notamment les structures spécialisées du ministère de l'Intérieur ont des discussions permanentes avec eux, mais le fait est que nous constatons qu'ils sont assez peu ouverts à la discussion et qu'il n'y a que quand la menace de la loi est avancée que l'on les trouve plus compréhensifs. Alors justement, dans la loi, il y a une question d'un internaute qui est passé tout à l'heure qui nous demandait est-ce qu'on ne doit pas tout simplement leur retirer ce statut d'hébergeur qui pose problème? Parce qu'en droit, il y a le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur. L'éditeur est responsable de ce qu'il publie, l'hébergeur a moins de responsabilité. Ouais. On n'en est pas là. Honnêtement, on n'a pas. David Cameron a évoqué ça en Grande-Bretagne en disant notamment sur des applications que si les applications ils n'arrivaient pas à avoir les clés, il interdirait. Nous n'en sommes pas là parce que justement, nous pensons ne pas avoir épuisé à la fois nos capacités de conviction et leur capacité d'écoute. On n'en est pas là. D'accord. Parmi les questions qui ont été soulevées par les récents drames, il y a celle du croisement, de la possibilité de croiser les fichiers. On a évoqué notamment le fichier Christina avec d'autres fichiers comme le stick. Et alors, est-ce qu'on va aller vers un fichier unique? La question est d'autant plus importante qu'il y a cette affaire de contrôle des passagers de l'aérien, le fichier PNR, qui devrait finalement se concrétiser. Alors, il n'y aura évidemment pas fichier unique, d'abord parce que c'est une chimère, une espèce de grand fichier dans lequel il y aurait tout, c'est probablement d'ailleurs assez inefficace. Par contre, vous avez raison de souligner ce point, c'est-à-dire que nos services n'ont pas la capacité de croiser leurs fichiers. Ce qui est paradoxal, prenez les grandes entreprises qu'on vient d'évoquer, américaines, elles ont une capacité à vous connaître de manière absolument phénoménale en raison des croisements qu'elles font sur les connexions que vous faites sur leur site. Eh bien, ce petit acte commercial extrêmement efficace, il est interdit au service de l'État dont la vocation est de protéger les citoyens. Donc nous avons besoin de permettre à nos services de croiser les fichiers, là encore, sous le contrôle d'une autorité indépendante. Alors on a eu le portail Keops aussi qui permet à la police de consulter un certain nombre de ces données normalement, qui a beaucoup fait parler en octobre 2014, me semble-t-il, parce qu'il est souvent interrompu en maintenance, planté, pour utiliser un terme informatique bien connu.
qu'on va faire quelque chose aussi pour ce portail. J'espère, parce que ce que vous rappelez est évidemment une réalité. Nous avons pour beaucoup découvert que ce portail extrêmement utile à toutes les forces de police pouvait être en carafe, si vous me passez cette expression un peu rapide, plusieurs heures par jour. Et donc évidemment, mais là c'est juste un problème de puissance informatique du ministère de l'Intérieur et de capacité de consultation. La loi ira jusqu'à définir ces moyens-là? Non, ça relève pas de la loi, ça relève simplement de la bonne administration du ministre de l'Intérieur. Non, mais on donnera quand même des moyens, effectivement. Et des moyens qui lui sont donnés pour que le service qui gère cela au sein du ministère, qui est d'ailleurs un service commun à la police et à la gendarmerie, soit doté des outils qui permettent à tous les policiers de consulter de manière quotidienne et normale les outils qui sont indispensables à leur mission. Alors vous l'avez dit, il y a 6 agences qui s'occupent de renseignement en France, souvent avec des sigles un peu compliqués, on ne sait pas trop qui fait quoi. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de remettre tout ça à plat? Non, honnêtement non, parce que nous n'avons pas beaucoup de services d'abord. 6 c'est peu, les Américains en ont 15. Alors, on a un internaute, un Willy, qui nous dit pourquoi ne pas copier le système américain avec juste la CIA d'un côté et le FBI de l'autre. Il y en a 15. D'accord. Il y en a 15 et je lui renvoie notamment à la NSA. Dont tout le monde parle, c'est effectivement un service américain. D'ailleurs, les Américains, quand ils ont une difficulté, ils créent une agence supplémentaire, notamment pour éviter le contrôle du Parlement. Puisque pendant l'année dernière, nous avons été aux États-Unis rencontrer nos collègues du Sénat américain pour voir comment les parlementaires américains contrôlaient les services américains, puisque nous avons cette compétence depuis simplement décembre 2013. Et la présidente du comité de surveillance, qui est Dianne Feinstein, qui est une sénatrice de Californie, nous a expliqué que la loi américaine était tellement coercitive pour les services américains que pour s'en exonérer, ils créent un nouveau service de façon à ce que la loi ne concerne pas ce service. Nous n'en sommes pas là. On a en fait 6 services qui sont tous à fait chacun bien définis. Un service qui s'occupe de la sécurité extérieure, la DGSE, qui n'intervient pas sur le territoire national. Un service qui s'occupe de la sécurité intérieure, que Manuel Valls a créé, la DGSI. Nous avons un service qui est la direction du renseignement militaire, qui s'intéresse essentiellement à nos opérations militaires, comme son nom l'indique. Nous avons un service de la douane, qui nous permet d'avoir un certain nombre d'outils contre la fraude. Et puis nous avons un service bancaire, financier, qui s'appelle Tracfin. Le dernier service s'appelle la DPSD. Il est rattaché au ministère de la Défense et il s'occupe de la protection des sites militaires. On a aussi un service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Alors, ce ne sont justement pas des services de renseignement. C'est d'ailleurs l'une des petites difficultés que nous avons pointées dans la période récente, c'est qu'il y a d'autres structures de l'État qui ne sont pas des services, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens des services ou qui n'auront pas les moyens des services, mais qui concourent au renseignement. Et on en cite traditionnellement 3 ou 4. Moi, celle à laquelle je porte aujourd'hui une attention plus particulière, parce que je crois son rôle stratégique et qu'elle est dans un état embryonnaire, c'est la direction qui est au sein de l'administration pénitentiaire, s'occupe du renseignement pénitentiaire. À l'intérieur des prisons. Voilà, c'est une structure qui s'appelle l'EMS3, l'état-major de sécurité numéro 3. C'est une structure que je crois vraiment cruciale, qui travaille très bien, mais qui est ridicule en termes d'effectifs, puisqu'il y a 13 agents en centrale, c'est-à-dire au sein de la direction, et 14 agents sur la totalité du territoire. Ces 30 personnes surveillent aujourd'hui 1 millier de détenus, parce qu'on parle beaucoup des radicaux islamistes, mais il y a d'autres détenus. Combien de personnes supplémentaires pour ce... Le gouvernement a annoncé qu'il multipliait par 2, donc on va passer à 60. Mais enfin, on est quand même, je vous rappelle qu'il y a 191 prisons dans ce pays. Juste avant de passer à la suite, une question de Jean-Émile qui nous est arrivée. Monsieur le député, bonjour. Il existe des unités qui couvrent l'ensemble du territoire national. Ce sont les brigades de gendarmerie. Il semblerait que le personnel sous-officier, dit-il, ne reçoive aucune formation sur le renseignement, la façon de son organisation, la recherche des cibles, le suivi, la recherche et la mise en place des sources. Le renseignement est aussi celui qui provient du terrain et pas seulement électronique, dit-il, avec mes respects. Est-ce qu'il faut aussi renforcer ou former, on va dire, les gendarmes, les policiers qui sont toujours sur le terrain? Alors, 2 observations. D'abord, votre interlocuteur a raison, les gendarmes, les brigades sont d'excellents capteurs. Ce sont des formidables capteurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la gendarmerie, sous l'autorité du général Favier, qui la dirige aujourd'hui, a créé en son sein une structure qu'elle a appelée la sous-direction à l'anticipation opérationnelle, la SDAO, qui est dirigée par un colonel que je connais bien, Pierre Sauvegrin, qui a été commandant de groupement dans le Finistère, en gendarmerie. Et la vocation de cette SDAO est de structurer à l'intérieur de la gendarmerie une filière d'analyse, parce que capter une information, ce n'est pas l'analyser. Or, ce dont nous avons besoin, c'est évidemment de capter, mais surtout de comprendre à quoi sert ce renseignement pour qu'il soit opérationnel. Donc, les gendarmes sont indispensables.
indispensable, mais il faut que la gendarmerie, et elle le fait, durcisse sa capacité d'analyse. Alors le volet des libertés individuelles maintenant qu'on va aborder en 2-3 questions. La question des libertés est évidemment posée dès qu'on parle d'améliorer l'efficacité des renseignements, sachant que tout ou partie de ces dispositifs, on l'a dit, ne passe pas forcément devant un juge avant d'être mis en place. Comment seront contrôlés les agents qui vont travailler au renseignement demain si on leur ouvre certains postes, pardon. Je développe depuis maintenant quelques années une conception basée sur une architecture de 3 pôles. Il faut un contrôle hiérarchique. Il faut que le gouvernement contrôle ses services. Ce n'était pas le cas. François Hollande a créé, à l'été dernier, une inspection du renseignement, comme il y a une inspection générale de l'administration ou une inspection générale de la gendarmerie nationale. Ça, c'est pour le gouvernement. C'est extrêmement important parce que le gouvernement est aussi dans cette situation de se dire mais est-ce que les services ne s'émancipent pas de ma tutelle? Est-ce que les services ne sont pas dévoyés? Bon. Donc il y a un premier contrôle. Jean-Marc Ayrault, dans la loi de programmation militaire, a décidé, et le Parlement l'a évidemment accepté et l'a validé, le fait que le Parlement, par le biais de cette délégation parlementaire que vous avez contribué à créer. Voilà, structure qui est composée de 4 députés, de 4 sénateurs, qui, cette année, parce que la fonction est tournante, est présidée par Jean-Pierre Raffarin. Ce Parlement contrôle dorénavant les services, c'est-à-dire que nous nous assurons que l'exécutif utilise bien les moyens. C'est-à-dire que s'il y avait le Rainbow Warrior aujourd'hui, le Parlement prendrait cette affaire et s'intéresserait à la compréhension. Et puis il y a un dernier contrôle qui est à créer, parce que c'est celui-là qui est en réalité le plus crucial, parce qu'il est du quotidien. Le Parlement ne fait pas un contrôle quotidien des services, il intervient de manière sporadique. C'est un contrôle que l'on appelle de légalité et de proportionnalité, c'est-à-dire une structure qui va s'assurer que les moyens sont bien légaux et surtout qu'ils sont proportionnés, c'est-à-dire qu'on n'est pas démesuré dans l'atteinte à la liberté potentielle. Cette structure doit être le fait d'une autorité administrative sur le modèle de la CNIL. Qui donnera des autorisations qui donnera des avis cas par cas, qui vérifiera a priori, qui vérifiera a posteriori, qui sera consulté au moment du renouvellement, qui pourra émettre des avis d'interruption si on constate que les productions... C'est quelqu'un qui sera extrêmement vigilant et c'est la raison pour laquelle il doit être doté de moyens puissants. Parce que si vous avez 6 000 personnes ou 7 000 ou 10 000 personnes qui sont écoutées, ça veut dire qu'il y a un contrôle à faire. C'est-à-dire non seulement de dire, bien sûr, je vous autorise à écouter monsieur, mais surtout à vérifier que le monsieur en question, on l'écoute bien pour ce qui était prévu et qu'on ne s'en sert pas pour faire autre chose. Alors, qui fera ce contrôle? Est-ce qu'il y aura des parlementaires, par exemple? Non, moi je pense que ce n'est pas le rôle des parlementaires. Ce n'est pas la position du gouvernement. Le gouvernement souhaite qu'il y ait des parlementaires dans cette structure. Justement. Moi, je considère que le Parlement doit se limiter à ce qui est sa fonction aujourd'hui, c'est-à-dire contrôler la politique publique du renseignement. Mais la structure en question, qui s'appellera sans doute une commission de contrôle des activités du renseignement ou des techniques de renseignement. Donc, sur le modèle de la CNIL. Sur le modèle de la CNIL. Donc, pas seulement des individus, mais des moyens, parce que tous ces outils sont évidemment informatiques et il faut avoir des ingénieurs réseau, il faut avoir des gens qui sont capables de rentrer sous le capot pour s'assurer que ce que nous dit le service est bien. Moi, je ne crois pas simplement que ce soit la machine qui doive contrôler la machine. Je pense qu'il faut avoir la capacité de discernement qui est le propre d'un magistrat et je souhaite que ce soit des magistrats qui soient dans l'autorité administrative. Quel recours pour les citoyens alors? Alors, ça c'est quelque chose qui est à créer et qui nous est imposé par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que si le citoyen est évidemment touché dans ses libertés, il doit pouvoir avoir la capacité de contester. Donc il faut construire un recours. C'est pas facile. C'est une écriture qui est compliquée à le faire. Elle existe déjà dans un certain nombre de structures en France. Nous avons tenté de nous en inspirer. Nous sommes au stade du raffinage, du peaufinage. Nous avons des débats encore avec le ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le rattachement de la structure. Mais en tout cas, nous allons créer un recours pour le citoyen, oui. Alors on va aussi essayer d'évoquer en quelques questions les racines du mal, entre guillemets. C'est ce dont on parle aussi beaucoup depuis les attentats et depuis la mobilisation aussi du 11 janvier en France. Alors on a beaucoup d'internautes qui nous disent que l'accent a beaucoup été mis sur l'éducation ces derniers temps. Il y a Najat Vallaud-Belkacem qui a présenté notamment un grand plan pour l'éducation avec beaucoup de mesures. Et on a des internautes qui nous disent est-ce qu'au finalement on n'en demande pas un peu trop à cette éducation qui a déjà bien du mal, pour reprendre les propos d'un internaute, à apprendre la lecture, l'écriture et les maths à ses élèves. Est-ce que finalement on n'en demande pas un peu trop à l'éducation nationale? Mon vrai métier c'est d'être enseignant.
Et donc du coup, je sais quelle est la place de l'école. C'est d'ailleurs une noblesse d'exercer ce métier. Moi, je suis de ceux qui ne sont jamais pessimistes sur la capacité de l'école d'apporter cette égalité des possibles. Parce que la notion d'égalité des chances est toujours un peu compliquée, mais l'égalité des possibles. Maintenant, ça ne dédouane pas les familles. Le maire de Quimper, dont j'étais un collaborateur longtemps, Bernard Poignant, disait toujours que quand on voit un gamin de 10-12 ans au bas des tours à 1h du matin, c'est pas la faute de l'école, c'est la faute des parents. Et donc il y a une responsabilité familiale. Donc il ne faut pas demander plus à l'école de ce qu'elle est capable, mais surtout, dans l'école, moi je voudrais qu'on réinstaure le respect de l'enseignant. C'est-à-dire que les enseignants connaissent leur métier. Et donc, laissons-les faire ce pourquoi ils ont choisi de faire ce métier. Et donc, ils ont besoin simplement qu'on les reconnaisse. Les parents ont un rôle dans l'école, mais le cœur de l'école, ce sont les enfants et les enseignants. C'est ce mariage-là qui est vertueux. Ne demandons pas à l'école de faire une éducation à beaucoup de choses. L'école, elle a un rôle d'éducation, d'enseignement. C'est suffisamment important pour ne pas la perturber dans sa mission essentielle. Parmi les causes, il y a l'urbanisme. Manuel Valls a fait un tabac avec son apartheid. Mon propos n'est pas de commenter son mot. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déghettoiser les quartiers ? Est-ce que la politique d'urbanisme est à la hauteur, de logement et d'urbanisme est à la hauteur du problème dans les 400 cités, disons, qui font le plus de problèmes ? Moi, je suis un député breton. Et donc, un député breton, c'est consubstantiel d'un député qui croit aux pouvoirs locaux. Et donc il y a très longtemps que je ne m'intéresse plus beaucoup aux grandes politiques nationales dont je ne crois pas à l'efficacité. Je crois à la réalité des politiques conduites localement. Et donc du coup, il faut simplement prévoir des cadres pour permettre aux maires de conduire les politiques que pour l'essentiel, ils ont envie de conduire. Et si jamais ils n'appliquaient pas les lois cadres, il faut à ce moment-là les pénaliser. C'est le cas de la loi SRU. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élus ne favorisent pas la mixité sociale et le ministre de l'Intérieur, mais quand on a des tours HLM, oui, mais comment fait-on pour mixer la population, pour avoir de l'accession à la propriété, de la location, pour que ça ne soit pas la concentration de même couleur, de même religion. Quel meilleur connaisseur de sa réalité locale qu'un maire. Le maire veut par définition le bien de sa population. Depuis des années, nous avons mis des milliards. Il y a beaucoup de choses. Dans beaucoup de villes, il y a beaucoup de quartiers qui ont été réhabilités. Simplement, on a tendance, et c'est normal, à regarder ce qui ne va pas. Je préfère m'intéresser à ce qui a marché et d'en tirer les leçons. Or, ça marche quand il y a une dynamique locale, quand ça correspond à une capacité du pouvoir local à s'investir. Si on considère que le pouvoir local n'est qu'un guichet qui récupère du national, ça ne fonctionne pas. Je ne crois plus à ce ruissellement. La réalité, elle est territoriale. L'État doit simplement donner les cadres dans lesquels doivent s'épanouir des politiques locales. Une autre mesure, c'était celle des 60 imams supplémentaires en milieu carcéral. Quels critères de formation, quel contrôle assurera la République sur leur travail ? Ça, c'est un vaste chantier. Quand l'État s'occupe de religion, ça marche ou ça ne marche pas. Il n'y a pas de leçon dans l'histoire. Ça a eu marché, comme dirait l'autre. Napoléon a créé le consistoire en 1808, je crois. Quand Nicolas Sarkozy, en 2003, crée le Conseil français du culte musulman, ça ne marche pas. Donc je suis toujours un tout petit peu prudent quand César se met à s'occuper de la religion. Le fait est qu'il faut s'intéresser aux multiples questions qui concernent l'islam. J'étais très sensible, par exemple, à la proposition de Dominique de Villepin en 2005, qui avait proposé de créer une fondation pour les œuvres de l'islam, pour gérer ce problème de construction de lieux, dont on voit bien qu'il n'y a pas simplement des problèmes d'urbanisme, mais aussi des problèmes de financement, parce qu'il n'est quand même pas anormal de faciliter ou d'inviter des puissances étrangères à bâtir dans notre territoire. Il doit y avoir une capacité de s'organiser. Donc je suis assez prudent sur les conseils à donner. Je crois que sur la formation, il faut constater que sur les imams et en prison, ils sont stratégiques. Pas que les imams, d'ailleurs, la capacité pour l'État à défrayer. Si je prends, pardon de m'y référer souvent, mais c'est le cas que je connais le moins mal, le cas du Finistère, il n'y a pas dans la maison d'arrêt de Brest d'imams qui viennent faire les prêches le vendredi. Certains sont prêts à le faire. Simplement, il faut qu'ils soient défrayés des kilomètres qu'ils doivent faire de Quimper à Brest. C'est 150 kilomètres. L'État n'est pas capable de défrayer la personne qui est prête à se rendre utile à la collectivité, parce que les crédits qui figurent dans la prévention de la délinquance ne sont pas dédiés à ce mécanisme-là. Je trouve ça ridicule. Et donc j'espère que le gouvernement va bouger toutes ces choses-là, parce que nous avons plein de bonne volonté. Après, sur la formation, j'ai vu que la mosquée de Paris, par exemple, s'était proposée pour devenir qu'un cursus formateur. Je ne sais pas si elle est suffisamment consensuelle, parce que la difficulté de l'islam, c'est que suivant les
communautés ou les obédiences. On n'a pas de lecture identique de l'islam. Moi, j'ai des amis qui sont chiites, parce qu'ils sont nés en Iran. Ils n'ont pas du tout une lecture sunnite de l'islam. Et donc, c'est sans doute un peu difficile. Mais il arrive un moment où il va falloir constater la carence des musulmans à ne pas générer en leur sein quelque chose qui soit efficace. Et donc, peut-être que oui, César doit s'occuper de la religion. Il nous reste 5 minutes, Jean-Jacques Urvoas, dans cette émission. Et comme d'habitude, on va passer aux actualités de la semaine. On va aborder quelques actualités avec vous, en dehors des sujets, bien évidemment, qu'on a déjà abordés. Et c'est Michel qui commence. Oui, on ne peut pas passer sans en parler sur la victoire de Syriza en Grèce. Alors, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde s'en félicite. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde? Alors, je regarde ça, moi, avec beaucoup d'intérêt, parce que quand un peuple porte ou partage une même envie, et à l'évidence, ils ont une envie d'Europe et un refus de l'austérité, je suis très attentif et très intéressé de voir comment ce nouveau dirigeant va réussir cette contradiction qui me paraît assez évidente, comment augmenter les salaires et comment en même temps arrêter l'austérité. Il y a là un savoir-faire dont je demande à vérifier la véracité. Alors lundi, le gouvernement a présenté un plan de lutte pour enrayer l'augmentation du nombre des morts sur les routes françaises, parce que c'était en hausse en 2014 pour la première fois depuis 12 ans. Donc, parmi les mesures, le seuil de 0,5 g a été abaissé à 0,2 pour les jeunes, pour l'alcool. Et la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires va être expérimentée. Les oreillettes et les kits mains libres vont être interdits au volant. Est-ce qu'on va assez loin ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? On va voir en fonction des résultats. J'avoue que moi, sur l'histoire du taux d'alcoolémie, je pense que 0,2 ou 0,5, je pense que ça devrait être 0. Il n'y a pas de niveau acceptable, c'est 0. Après, je suis incapable de vous dire si 80 km c'est mieux que 90. Moi, je suis très sensible à la démarche de Bernard Cazeneuve qui expérimente. Parce que souvent, ce pays n'a pas la culture de l'expérimentation. On décrète, et puis après, on a beaucoup de mal à revenir en arrière. Au moins, quand on affirme la capacité à observer et à constater et à en tirer des leçons, je trouve que c'est une démarche intelligente. Après, les oreillettes, c'est pareil. Je pense que tout le monde en a la tentation, disons les choses comme elles sont. Et nous sommes un pays latin. Donc il n'y a que la peur du gendarme qui chez nous est efficace. Donc il ne faut pas hésiter. Cette semaine, c'est aussi l'arrivée de la loi Macron à l'Assemblée nationale. Qui provoque d'ores et déjà de vifs débats et qui en provoquait déjà bien avant d'arriver à l'Assemblée. Vous avez, déposé, avec un autre député, mais un ou deux amendements à cette loi sur la définition et les conditions de protection du secret des affaires. Alors, d'abord, une première question là-dessus. Vous avez été taxé par le Canard enchaîné la semaine dernière d'introduire un cavalier législatif. Alors, j'explique pour les internautes ce qu'est un cavalier législatif. C'est grosso modo un article de loi qu'on ajoute à une loi, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit général de la loi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Dans un texte qui fait 107 articles et qui, en sortant de la commission, en a fait 200, on pourrait aisément considérer qu'il y a donc 100 cavaliers budgétaires, enfin cavaliers législatifs. Est-ce que les amendements que nous avons portés en sont ? C'est le Conseil constitutionnel Est-ce que ça a vraiment un lien avec la croissance et le pouvoir d'achat pour reprendre l'attitude de la loi de parler du secret des affaires ? Moi, je crois que oui, puisque si on a déposé cet amendement-là, c'est l'aboutissement d'un travail qui a là aussi été conduit par la délégation parlementaire au renseignement et qui s'appuyait sur une analyse de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Quel était le constat ? Une grande partie de nos petites entreprises dans les circonscriptions dont nous sommes les élus sont victimes d'une prédation économique. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas protégées par des brevets, tout leur travail de recherche peut être pillé par souvent des amis, y compris pas très éloignés sur le plan géographique. Est-ce qu'il ne fallait pas une loi dédiée à ça, finalement, plutôt que d'ajouter ça en catimini, on va dire. Non, mais c'est pas. Alors, je réfute l'idée du catimini, parce que par définition, le travail parlementaire, c'est toujours l'aboutissement d'un travail préalable et d'une opportunité. C'est vrai qu'on aurait pu faire un texte à part, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait, avec Bruno Leroux, déposé une proposition de loi au mois de juillet qui portait sur ce sujet. Il y a là, et on l'a dit dès le mois de décembre, à compter du moment où il y avait une opportunité d'un véhicule législatif qui avait à les faire avec les entreprises, il ne nous paraissait pas anormal d'essayer de faire adopter ces amendements qui, je crois, seront utiles pour les petites entreprises, pas pour les très grandes entreprises qui sont déjà extrêmement bien protégées et qui savent faire, mais par les petites entreprises. Alors, on comprend bien la nécessité de protéger nos savoir-faire, mais en revanche, il y a Transparency International qui s'inquiète des conséquences de ces dispositions en disant on risque de pénaliser les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire la protection des citoyens qui signalent des pratiques dangereuses ou illégales. Comment on concilie la protection de nos savoir-faire et
et la liberté d'alerter. La réaction de Transparency est extrêmement importante et j'ai écrit au président de Transparency parce que justement j'étais soucieux, parce que peut-être vous rappelez-vous que j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale de la réforme du règlement de l'Assemblée, dans lequel nous avons justement, de la loi sur la transparence de la vie politique, dans laquelle nous avons protégé les lanceurs d'alerte. Moi je crois beaucoup à ce mécanisme vertueux. Et donc c'est la raison pour laquelle l'écriture de l'amendement prévoit explicitement, à la fois sur le plan pénal et à la fois sur le plan civil, que quelqu'un qui dénonce une infraction, c'est ça le lanceur d'alerte, n'est pas concerné, ne se verra pas opposé. De la même manière, parce que j'ai lu aussi une incertitude de la part des journalistes, nous avons mis dans l'amendement que dans la loi de 1891, celle de la presse, le secret des affaires n'est pas opposable à des journalistes. Et donc, justement parce qu'il faut être... Nous ne créons pas des muselières, il ne s'agit pas d'empêcher quiconque de faire de l'investigation, mais il faut protéger ce capital qui demain va générer de l'emploi. Ce sera le dernier mot de cette émission. Jean-Jacques Urvoas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.